Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec. Le groupe JD de Boischâtel et la Capitale Assurance Générale. Bonsoir et bienvenue à Loisirs chasse et pêche, une émission toute particulière ce soir, mais très intéressante. On vous amène dans un premier temps en territoire contrôlé à la chasse au cerf rouge, chasse lors de laquelle Éric Bory viendra nous rejoindre à la fin. Question de bien préparer la tête du cerf rouge parce qu'évidemment, je lui demande une naturalisation. C'est celle que vous voyez derrière moi, celle qu'il m'a livrée dernièrement. Donc, de toute beauté de ce côté-là, en préparation. Ensuite, nouveau membre de l'équipe Loisirs chasse et pêche. Vous le connaissez comme étant le propriétaire de la pourvoirie du lac Suzy. Il devient mon nouveau professeur de tir à l'arc traditionnel. C'est Serge Daprat, première chronique à ce niveau-là, ce soir. Ensuite, Fondation de la faune du Québec, on parle de la protection de la qualité des eaux du lac Saint-Charles. Retour en studio avec Chef Steph qui nous fait une espèce de confit d'oignons et canneberge avec un pâté de gibier. Ça va être très bon. Excusez-moi à la maison, moi je vais y goûter. Vous répéterez la recette, vous m'en parlerez par après, ça devrait être très bon. Et pour terminer l'émission, eh bien, j'ai été dévaliser un peu les tablettes des Amants de la Nature. Côté poisson nageur, je vais faire une revue un peu des nouveautés de l'année en couleur, en forme, en possibilité. Puis c'est un leurre que je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Et c'est un leurre qui est intéressant et performant. Je vais de quelques nouvelles. Première des choses, dindon sauvage. On l'attendait cette semaine. Le plan de gestion du dindon sauvage du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a été déposé finalement. J'en dis pas trop parce que la semaine prochaine, à l'émission, on a un biologiste du ministère qui va venir vraiment nous parler en détail du pourquoi, du comment, par où on est passé pour établir les nouvelles règles. Mais je vais quand même vous livrer ce que vous voulez, c'est-à-dire ce qu'il y a de réellement nouveau. On va se conserver pour la semaine prochaine l'écologie, la pérennité de l'espèce, et etc. 3 nouveautés principales. La première, c'est dorénavant permis pour un non-résident de chasser le dindon sauvage au Québec. On parle de pérennité de l'espèce, on en est rendu là au niveau de la qualité des populations. Deuxième nouvelle, augmentation de la quantité de dindons sauvages qui peut être collectée dans la zone numéro 7. Donc, on augmente à 2 dindons à barbe dans la zone numéro 7. Très belle nouvelle, d'autant plus qu'on augmente dans la même zone le temps de chasse de 12 à 22 demi-journées. Ça va bien, c'est une zone qui est collée sur les premières zones où est-ce qu'on a doublé les quantités de dindons. Donc, c'est normal, on y va en augmentation des populations. Dernière nouvelle, et bien évidemment, dans ce souci-là de conserver dans la pérennité de l'espèce, si on le veut, certaines zones où est-ce qu'il y a moins de dindons, c'est plus marginal, mais on va carrément interdire la chasse aux dindons sauvages. Question de permettre à l'espèce de se reproduire. Je vous parle un peu de migration, on parle des oies des neiges. Vous le savez, je suis depuis quelques saisons migrationdesOies.ca. C'est Benoît Gendreau qui tient ce blog-là, qui tient ce site Internet-là. Il est en lien avec plein de gens un peu partout dans cette partie de l'Amérique du Nord et est capable de savoir véritablement quand s'amorce la migration. Alors déjà, le 31 mars dernier, il nous parlait d'un regain dans le déplacement des oies. Les oies s'en venaient vers nous tranquillement, pas vite. Et ça va seulement qu'au 6 avril, où est-ce que Benoît, en préparant son matériel pour sa journée de prospection, finit par voir des dizaines de milliers d'oies, des beaux voiliers qui viennent se poser sur les berges dans le secteur de Montmagny. Évidemment, depuis le 6 avril, c'est allé en augmentant. Donc, la saison s'en vient, c'est votre tour. On va finalement pouvoir sortir à la chasse. N'oubliez pas, révision du matériel, nettoyage des pièces, allez patronner avec vos armes. Soyez sécuritaires et respectueux envers ces gibiers-là, surtout un aussi bel oiseau. On se quitte le temps d'une pause. Au retour, eh bien, c'est notre chasse au cerf rouge. Cette partie d'émission vous est présentée par les coquineries Conserve artisanales.
Ce matin, je m'en vais faire une chasse qui m'intrigue depuis longtemps. Je m'en vais à la ferme du chasseur à Sainte-Énédine. Et oui, vous avez tout de suite compris, je m'en vais chasser en enclos, je m'en vais chasser le cerf rouge. Et là, j'en entends déjà quelques-uns qui vont réagir à ça. Hein, la chasse en enclos, c'est pas de la vraie chasse. En partie raison, c'est une chasse qui est beaucoup plus facile. Mais dans la légitimité de cette chasse-là, j'ai une chose très particulière à vous dire, qui est un comparatif qui est très, très, très courant, qui est pourtant très bien accepté. Si vous avez déjà pêché dans un lac ou une rivière qui a été ensemencée, vous avez pratiqué exactement le même type d'activité. Et au Québec, aujourd'hui, on le sait, c'est difficile de trouver une pourvoirie dans laquelle les truites sont indigènes à 100 %. Donc, vous avez probablement déjà pratiqué un peu le même principe que je m'en vais pratiquer, c'est-à-dire un enclos, voire un lac, dans lequel on introduit des animaux, on en prend soin, on les fait grossir et puis après ça, on les fait récolter par un client. Un lac ensemencé ou un enclos, même chose dans les deux cas. L'autre chose qui est important à comprendre face aux enclos, première des choses, ce pas des enclos de 25 pieds par 25 pieds avec des animaux attachés dedans. Ce sont, du moins je vais le voir lorsque je vais arriver, parce que je suis très curieux de voir comment ça se passe. Ce sont littéralement des forêts qui sont clôturées. Donc, les animaux ont libre cours là-dedans, mais il faut le travailler un peu. Hein. Il faut les chercher, il faut les trouver. Puis évidemment, les animaux sont quand même relativement farouches. L'autre chose, c'est que c'est pas tout le monde qui a le temps, les moyens ou encore les capacités physiques pour aller faire une grande chasse, une grande envolée dans les grandes forêts québécoises et prendre le temps de préparer un territoire. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Eh bien, ce type de chasse-là répond à ces besoins-là. Et ça, c'est important que ça existe parce qu'il y a certaines personnes qui ne pourraient tout simplement pas pratiquer la chasse. En attendant, je suis super curieux de voir ça. Direction Sainte-Énédine, ferme du chasseur. Hey Luc, merci de ton invitation. Ça fait plaisir, Martin. Je suis content d'être rendu, puis je suis surpris. Moi, quand on me parle de chasse en enclos, je m'imaginais un peu des parcs ouverts, un peu comme des parcs à vaches ou des parcs à chevaux. C'est pas ça, là. Non, pas tout. T'es divisé quoi, en 3 parcs principaux? Oui, les 3 parcs de 40 acres, tout boisés. Avec, dans les 3 parcs, il y a du chevreuil, il y a du cerf rouge en 2 parcs. Puis quand il vient le temps de faire du sanglier, on lâche les sangliers dans les parcs aussi. Ah, c'est ça, parce que là, si on énumère un peu les produits, parce que évidemment, ici, tu peux choisir l'animal que tu viens chasser et ça peut te permettre de faire une chasse qui est exotique, intéressante. Ouais. Les espèces que tu as sur place. J'ai du faisan, j'ai du dindon, il y a du sanglier, du chevreuil, il y a du cerf rouge. Je suis capable d'avoir d'autres espèces aussi comme le wapiti ou le bison sur demande. OK. Ah, même le bison? Oui. Ça, je ne savais pas. C'est quand même assez intéressant. Et la façon dont première des choses, il faut spécifier qu'un autre gros avantage, c'est que c'est pas loin. Hein? C'est très accessible. Des ponts, tu nous disais à peu près c'est 25 minutes qu'on a fait. 25-30 minutes des ponts. Si on est dans la ville de Québec, donc de la tête des ponts, à peu près 25 minutes. Le lac de Montréal, tu as quand même pas mal de clientèle de Montréal. C'est facile aussi à accéder. Hein? Des gars vont à Matane ou à L'Orignal. On est un petit peu moins loin ici. Puis ceux qui peuvent pas se permettre, qui n'ont pas le temps d'aller faire leur grande chasse, bien, ils peuvent carrément venir ici directement. Puis c'est facile aussi au niveau de l'application de la chasse. C'est-à-dire qu'on n'est pas envoyé tout seul dans les parcs, là, vous nous prenez en charge. Non, on accompagne toujours nos clients. Puis quand il y a des clients aussi qui viennent de l'extérieur, on a un chalet aussi où on peut les héberger pour une, deux, des fois la fin de semaine au complet s'ils veulent. Ça, c'est le fun. Fait que tu peux faire un forfait. À la limite, tu peux faire des forfaits cerf, sanglier, hébergement inclus. Puis ça peut faire des beaux parties de gang, ça. Après le tir, quand on est en forêt, il faut, moi, que j'éviscère, que je vide, que je sorte, que je mette en quartier. Ici, ça se passe comment? Le client touche absolument rien. C'est nous autres qui s'occupent de ça. Ça, c'est cool. On va chez en 4 roues, on embarque ça dans le trailer, on amène ça au site où on les viscère. Puis le client repart avec sa viande toute propre, toute prête. Génial, génial. Puis, dernière petite question après ça, on rentre dans le bois. Les gars qui courent après des trophées, c'est des choses qui sont possibles ici? Oui, je suis capable d'en avoir facilement. Surtout dans le cerf rouge. Dans le cerf de Virginie aussi, il y a des très beaux bocs. Hey Luc, un gros merci. Moi, je pense qu'on va avoir du fun. Oui. On s'en va dans le bois.
Malade! Malade! Ah! Complètement malade! Ben voyons donc! Hey, là, je suis content. Là, je suis vraiment content. Oh. Hey, ça n'a pas été long. L'animal n'a pas souffert pantoute. Tire juste, précis tant que moi. On va confirmer rendu sur place, hein, mais c'est ce que j'aime. Ça n'a pas couru. On n'a pas entendu de son. On n'a pas entendu beurdeler, quoi que ce soit. Directement là, sur place. On a mis fin à ça rapidement. On va filer une bonne viande de gibier sans avoir fait souffrir trop un animal. Yes! Là, on respire un peu et on va voir ça après. Hey, je suis content. As-tu vu le rack après ça? Ça n'a pas d'allure. Good job, Martin! Hey, il est tombé comme là. Très dans ses traces. Je pense qu'il n'y a pas de doute, cet animal-là doit être mort. Ouais. On va avancer tranquillement, on va aller voir. Pas prendre de chance. Ouais, pas prendre de chance. Mon arme est chargée. Je suis sur le camp de sécurité, je vais prendre les devants. Je vais te confier ma canne, si ça te dérange pas. Il y a pas de Je prends trouble. les devants, on va être chaud qu'un œil. On va voir si ça bouge encore. Ben voyons. Hey, il sent le boc. Hein? Il sent le boc. Yes, il est mort! Il y a une deuxième fois. Hey, as-tu vu le rack après ça? Sérieusement? Là, tu viens de faire ma fierté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, puis un petit cornichon vite. 12 et 1 dixième, mettons. Ouais. 12 pointes, très beau cerf rouge. Faut dire que c'est des animaux qu'on n'a pas le choix de chasser en enclos si on veut les chasser ici au Québec. C'est un animal qui est européen, puis on n'a pas la chance autrement que par des gars comme toi qui les gardent et qui en prennent soin en enclos, de pouvoir abattre un tel animal. Hein. Et rapidement, je peux pas vous mentir en vous disant que c'est un cervidé, hein, si on veut le décrire un peu. Cervidé, c'est un animal qui vit du côté de l'Europe, hein, dans les forêts de la France, il y en a énormément. On pourrait penser à la grosseur de sa ramure que c'est un animal qui vit dans des plaines ouvertes, mais bien au contraire, c'est un animal qui vit en couvert forestier et souvent très, très dense. Il a même été question, il y a plusieurs dizaines d'années, d'une éventuelle disparition dans les forêts, dans les secteurs de la Loire, puis ça se reproduit tellement vite, c'est tellement grégaire comme animal, c'est-à-dire que ça vit en grands troupeaux, à peu près 5000 acres, un troupeau, socialement très matriarcal, comme nous autres, étrangement. Ouais. Alors, beaucoup de femelles. Capacité de reproduction, c'est très, très bien. Donc, ce sont de beaux animaux, c'est des gros panaches, c'est super intéressant, mais encore une fois, à moins de se payer le voyage en Europe, on n'a pas le choix de venir en enclos. Il existe aussi, je ne sais pas, celui-là, c'est un animal d'élevage. As-tu une catégorisation? On dit-tu c'est un cerf rouge de où à la base, la génétique? Ça viendrait de la Nouvelle-Zélande. D'après moi, là, ça deviendrait de là. Parce qu'on dit que dans le cerf élave comme ça, là, il y a quelque chose comme, je pense, 8 ou 9 sous-espèces. Il y en a, tu me parlais que tu en as vu des tout petits, même à maturité. Là. Il y a 8 ou 9 sous-espèces de cerf élave, de cerf rouge comme ça. Mais tu sais quoi? Peu importe c'est quoi l'espèce, là. Je suis content en Je pense que oui. C'est bon, tu peux y aller. Luc puis Vincent viennent faire la job de nous sortir ça du bois puis de nous éviscérer ça comme il faut. Évidemment, une belle bête comme ça, un 12 pointes, je veux immortaliser mon souvenir. Devinez quoi? Éric de Taxidermie chez Éric, comment ça va? Bien, et toi, Martin? Ça va super bien. Tu m'as demandé de te trouver une vraie bête pour me faire la démonstration de comment bien préserver ma tête pour la taxidermie. Tout à fait. Ben, c'est le cas. Puis C'est sais-tu quoi?
je te retarde pas trop longtemps parce que je sais que tu en as pour longtemps. Je te OK. regarde me montrer ça. OK. Il y a deux façons de le dépouiller. On peut le dépouiller ici, comme ça, ouvrir là. Ça, c'est surtout pour les orignaux qu'on peut le faire. Et lui aussi, on peut le faire. Et on s'en va à une ligne droite comme ça. Jusqu'à la OK? pointe du sternum à peu près. là. Exactement ça, plus loin, plus possible. Tu sais. On va faire comme ça, les coups de couteau. On va ouvrir la patte là, puis Oui. on va faire glisser notre peau en portefeuille. Tu veux le déshabiller dans le fond. On va le déshabiller. Pour à la fin aller couper la tête pour pas trop perdre de viande. Exactement ça. On y va. Tu commences par le dos. Je commence toujours par le dos. Attends, on y va. On va aller là. On va par le dos. Et on fait comme ça. Toujours en ligne droite. Jamais comme ça. Parce que là, tu coupes ton poil. Ah, OK? c'est ça. Ça, tu me l'avais expliqué Je te déjà. l'avais expliqué. Donc, par-dessous comme ça. Ouais. Le poil est long, ça va permettre de raccommoder. Ça va permettre de Exact. faire une belle couture, de bien le faire prendre, ça paraîtra pas. J'ai décidé de te le dépouiller comme ça parce que c'est un cerf rouge, il y a une grosse crinière et je voulais pas non plus parce que, comment on appelle ça, En boyau, en boyau, en tuyau, là, si on en veut. tuyau, oui, exactement ça, eh bien, tu vas perdre du coup. Donc, je veux pas que tu perdes du coup. OK? Là, on s'en vient ici. Ouais, voyons que je sois correct. OK. Alors, c'est ici que tu vas venir rejoindre la pointe du sternum. Exactement ça. Fais attention à toi, Oui. parce que c'est un coup de couteau. Je veux pas que si ça part. Les couteaux, ils coupent Oui, énormément. oui, oui, je vois ça. Jusqu'à la pointe du sternum d'un côté. Exact. Tu Tu vois? vas répéter l'opération de l'autre côté essentiellement. Exactement ça. Tu vois? Et tu vas avoir à descendre, tu vas dégraisser comme ça en descendant la peau jusqu'en bas. Exactement ça. Là, Eric, pour les pattes, il faut que tu prennes le temps de bien détourer. Tout à fait. Je coupe au niveau ici, Oui. à l'intérieur de ta patte, jusqu'à peu près au niveau de l'épaule. Je glisse ma peau, je la fais descendre au niveau de l'épaule pour garder notre rosace, comme tu peux remarquer. Oui, parce qu'elle va faire partie de la taxinomie. Exactement ça. Il y en a toujours tendance qui veulent toujours ouvrir trop la rosace. Et c'est important de la garder, surtout parce que j'en ai vu je fais de la couture en tabarouette. Là, tu la glisses. Je la glisse, et puis je la fais descendre comme on a fait. Évidemment, là, il faut que tu coupes. Il faut que tu coupes avec à l'aide d'une scie la patte. Oui, il faut couper la pâte, oui, parce que sinon, elle passera Ça jamais. ne passera pas dans le trou. Jamais. Donc, tu coupes la pâte avec la scie, tu finis le devant de la pâte, les bouts de tendon avec le couteau, on casse ça, on enlève ça, on passe. Là, la peau est descendue au complet. Oui. On est rendu à Couper la tête. couper la tête. Oui, exactement ça. C'est Là, rough à dire de même, mais on est rendu à y couper la tête. on a coupé la tête. On va couper. Fait que là, il faut faire le tour œsophage, les muscles. Ce que tu veux, c'est te rendre au niveau des vertèbres pour Exact. trouver le Exact. joint entre deux vertèbres, la bonne place pour couper. Exactement ça. Et Il quand y a tu- des coups, tu la trouves dessus, il y a des coups, il te faut 2 minutes pour le trouver. Et oui, non. Et voilà. Bon. Passe-moi la scie. Oui. s'il te plaît. Et lorsque vous ne trouvez pas le coussinet entre les deux vertèbres, on peut y aller avec la scie aussi. C'est ce que je fais. tu vois. Et voilà. J'allais dire pas plus long que ça, parce qu'on n'en voit pas long à la caméra, c'est quand même assez long à faire. Oui. C'est la bonne méthode. Toi, tu vas glisser cette peau-là par-dessus une forme. Tout à fait, une forme d'un cerf rouge. Je prends les dimensions arrivées à la chope. Je prends du nez au coin de l'œil, le grosseur du cou. Et je vais tanner la peau, puis on va le remonter. Donc, c'est ça, il faut que tu prépares la peau avant. Exact. Ensuite, on l'a déjà fait ensemble chez Tout à vous. fait. On va aller glisser ça par-dessus une forme. Maintenant, chose qui est très importante à remarquer au niveau de la préparation, c'est qu'en le faisant de cette façon-là, on le voit très bien, mais on ne peut pas avoir une plus belle image que ça. On a préservé toute la viande. On a préservé toute la viande, puis tu as vu, j'ai remarqué que je l'ai coupé en deux. Il faut Oui. mieux en laisser plus de peau que moins. Tu vois, j'ai bien coupé ça. J'ai mis pratiquement un pied derrière les épaules. Comme ça, on est sûr de jamais manquer de peau. Parce que je peux pas remplacer la peau. Ah non, tu peux pas créer de la Que je peau. n'ai pas. Tu peux pas créer de la peau, donc on en Ouais. met plus. Éric, on se revoit en studio avec cette tête-là à un moment donné. Yes, yes, mon ami. Promis. Un gros merci. Moi, j'aime ça de même. Une journée, la chasse, c'est classé, c'est terminé. Je m'en retourne avec mon gibier. Ça a été super facile, bien guidé aussi. C'est ce que tu as fait à tous tes clients? Oui, tout le temps. C'est ça, c'est facile d'accès. Puis le monde, s'ils veulent venir à la chasse puis vivre une journée comme toi, ben ils ont juste à appeler, ça va te faire plaisir de les amener à la chasse. Façon la plus facile de te rejoindre?
Par le site Internet. On va sur le site Internet, les coordonnées sont là. Tout Il y a est là. L'information aussi quand même pas mal. Courriel, tout, il n'y a pas de problème. Puis des cerfs rouges comme on vient de chasser aujourd'hui, là, il peut y en avoir d'autres disponibles en masse. Oui, en masse. Un gros merci. Gros merci, Martin. La ferme du chasseur, ça a été une très belle expérience. Pour moi, c'est sûr, je reviens ici. Merci. Merci. Je me suis lancé dans un beau défi, un nouveau défi, celui d'apprendre à tirer à l'arc traditionnel. Et c'est pas peu dire, il faut aller chercher de l'aide lorsqu'on s'y connaît pas. Et dans mon cas, il y a un ami commun entre moi et Stéphane Monette, qui est Serge Laprade de la Pourvoirie du Lac-Sully. Comment ça va? Salut Martin, ça va bien toi? Ça va super bien. Toi, t'es pas juste un chasseur à l'arc traditionnel, t'es passionné puis depuis longtemps. Depuis 37 ans. On a trouvé le bon gars. T'as déjà tiré une coupe de flèches? Je devrais être capable de t'aider. Ça devrait très bien aller. Écoute, je me suis adressé à Hoyt, qui est mon partenaire. Ils m'ont expédié une arc Buffalo, qui est quand même une très bonne arc. Vous la situez peut-être, c'est l'arc qu'on voit dans Hunger Games, les Jeux de la fin, l'arc de Katniss, dans une autre couleur, tout simplement. Très populaire auprès des jeunes par rapport à ça. Ouais. Tu me disais que j'avais fait quand même un bon choix? Écoute, c'est un très bon choix. C'est une arc que Hoyt a faite spécifiquement pour la chasse. OK? Avec plusieurs types d'ajustements qu'on va voir au courant des chroniques. On va l'ajuster de toute façon. On a déjà commencé, là. On a posé les silencieux Elle pour la est corde. prémontée aussi, hein? Elle arrive en 3. Tu as posé les silencieux pour la corde. Je te laisse peut-être mettre la corde de manière sécuritaire, parce qu'il y a un outil qui vient avec l'arc pour la mettre de façon sécuritaire et pas risquer de se blesser. À 40 livres de pression, c'est pas trop pire. À 50 livres, ça peut créer des problèmes. Ça pourrait. Là, Serge, dans mon cas, on a choisi pour moi la longueur de l'arc, c'est-à-dire que les gens chez Hoyt ont dit, bon, ton allonge est de 28, on va t'envoyer ça de telle longueur. Et comment on fait pour sélectionner une longueur d'arc? Normalement, quand tu as une allonge qui se situe entre 28 et 29 pouces, tu vas avoir une arc qui va être à peu près 60 pouces de long. C'est une arc de 60 pouces, celle-là, entre autres. C'est parfait. Versus la pression, parce que là, celle-là, c'est une arc à 40 livres, c'est pas nécessairement la bonne pression pour chasser les gibiers au Québec. Non, c'est-à-dire à l'illégal, oui, c'est 40 livres, c'est légal, aucun problème là. Mais pour chasser, je te recommande plus d'être dans des pressions aux alentours de 50-55 livres et ne pas dépasser ça. Et là, comparé à de l'arc à poulie, un 50-55 livres, là-dessus, c'est pas pareil, il n'y a pas de point mort, là. Non, il y a 0 point mort. Plus tu étires ton arc, plus il y a de la pression. Ton arc est calibré en fonction d'une allonge de 28 pouces. Pour chaque pouce additionnel que tu vas étirer, tu vas avoir un 2 à 3 livres supplémentaires. L'inverse est aussi vrai. Si tu étires 27 pouces, ton arc est 50 livres à 28, tu vas avoir 47 livres de pression. Premier ajustement qui se fait à ce niveau-là, moi je ne savais pas, il y a une différence de largeur qu'il doit y avoir entre la branche en haut et la corde et la branche en bas et la corde. Oui, c'est ce qu'on appelle le tailor. OK. On n'a pas trouvé le bon mot français pour ça. Il faut que sur la lame du bas... On va juste la tourner ici pour montrer correctement. À côté, sous la poignée. OK. On a 8 écarts à l'extérieur de la corde. Et ici, en haut, on a... On est à 8 écarts aussi? Ouais. Donc, on est égal des deux côtés, ce qui veut dire on devrait avoir un 8 de moins, OK, sur la lame du bas. Et là, il y a un ajustement qui se fait. Il y a un ajustement, c'est la seule arc qui permet de faire ça. Les autres, normalement, ils arrivent, sont déjà calibrés. Ici, on a une petite vis, qui nous permet d'ajuster ça. Donc, ici, il y a une vis continue qui vient stopper, si on veut, la course de la grosse du gros noc ici, où rentre la lame. Et c'est ça qui te permet de distancer, de corriger la distance entre Et après ça, l'autre distance qu'on a, il y a une distance qui est recommandée par le manufacturier entre le fond de la poignée et la corde, qu'on appelle le brace. OK? Et lui devrait être à peu près de 8 écarts. Et vois-tu, on est pile dedans. Pile à 8 écarts. Okay. L'autre chose, pendant que tu as l'instrument de mesure dans les mains, Serge, pour venir installer ce qu'on appelle communément le noc ou le stopper. Le point d'encoche. Sur lequel on vient accoter l'encoche de la flèche. Il y a une mesure très précise qu'il faut prendre et ça se prend à partir de l'endroit où on repose la flèche. Oui, effectivement. Et on devrait être à peu près 1,8 de plus haut que l'angle de 90 degrés qui est ici. Passe-moi les pinces. Ça, c'est les pinces. 1/8 de pouce plus haut. 1,8 à 3,16. On ne prend pas n'importe quelle pince pour faire ça. Il y a des pinces qui sont faites pour ça. Oui. Donc, tout simplement bien la placer, puis... je veux juste... On va prendre le temps. Écoute, c'est quand même... prends le temps de placer la pince comme il faut pour pouvoir aller prendre ta mesure par la suite, non? Oui. Je ne l'ai pas placé final, là. Je veux juste... Donc, préserrer un peu, question de pouvoir avoir plus de précision, venir le placer et finir de la serrer. C'est ça. C'est important parce qu'on ne fonctionne pas avec une mire là-dessus. Là. Il n'y a pas de mire sur un arc comme celle-là, donc je dois être parfaitement aligné. C'est la seule façon de m'assurer que ma flèche va être bien en ligne. Donc, je vais juste montrer une fois terminé. Question que la flèche
viennent s'aligner avec... Elle va être un petit peu le derrière par en haut, vois-tu? Donc, si on va prendre une flèche de carbone, là, parce qu'on a fait l'ajustement en fonction de ça. Juste en dessous. Si tu regardes, elle est un petit peu levée. Elle est un petit peu levée et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Mais ça, c'est un ajustement de départ. Après ça, on va avoir d'autres ajustements à faire. OK. Plus spécifiques. Plus spécifique à moi comme tireur? Oui, ça peut varier d'un tireur à l'autre et de la position de tir d'un archer à l'autre. OK. Et ça va différencier, évidemment, au niveau des flèches, c'est sûr et certain. Ça, du diamètre des flèches, oui. Ça, c'est l'ajustement de base. Les flèches, Oui. on va en parler dans une autre chronique de toute façon parce qu'il va y avoir des choix à faire au niveau des flèches. Oui, il existe plusieurs types de flèches pour l'arc traditionnel, en bois, aluminium, carbone. Fait que moi, je te dirais que la prochaine chronique, c'est une chronique qu'on pourrait faire là-dessus puisqu'on a un préajustement. Puis par la suite, on commencera à voir au niveau du tir, qu'est-ce qu'on peut faire, de quelle façon tu vas me calibrer pour tirer. Il restera à faire de la pratique. Me fie sur toi, prof. Ça marche. Un gros merci, Serge. On se revoit. Yes. Salut. Les initiatives fauniques de la Fondation de la Faune du Québec sont devenues des incontournables. Ce soir, on vous en présente une qui est particulièrement magique. Un même aménagement faunique qui agit sur deux plans. Premier plan, on fait un aménagement de territoire qui filtre littéralement l'eau avant qu'elle se rende au lac Saint-Charles. Deuxième plan, ce même aménagement de territoire-là agit comme un véritable habitat pour la bécasse d'Amérique. On s'en va rejoindre Sébastien Rioux de la Fondation de la Faune du Québec et Mélanie Deslongchamps de l'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles. Pour situer le lac Saint-Charles, il est situé au nord de Québec, à environ 20 minutes du centre-ville de Québec. C'est la réserve d'eau potable pour 300 000 personnes. En fait, c'est environ un lac de 5 km de long par 1 km de large. C'est pas un lac qui est très, très grand, mais c'est quand même un lac très important pour tous les citoyens de la Ville de Québec puisqu'on épuise l'eau. Sa qualité est relativement bonne, mais les dernières années, la pression de tous les gens qui restent autour du lac Saint-Charles et dans son bassin versant ont fait que la qualité a diminué. Donc, par des travaux comme de renaturalisation chez les riverains, des différentes choses qu'on fait autour du lac Saint-Charles et aussi l'aménagement qu'on fait ici, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'eau pour que les gens, dans 100 ans encore, on puisse utiliser cette réserve d'eau potable. Mélanie, ça fait un peu plus de 20 ans que la Fondation puis l'Appel ont travaillé ensemble. Oui, effectivement, depuis 1992 qu'on a commencé à acheter des terrains en partenariat avec la Fondation pour mettre en valeur les marais du Nord. Les marais du Nord, c'est tous les terrains humides au nord du lac Saint-Charles. Et puis, au total, on a maintenant 2,8 km² de territoire qui est protégé, soit en partenariat avec la Fondation de la Faune ou encore avec la Ville de Québec. La protection des marais du Nord, c'est un projet qui est vraiment intéressant parce que c'est bon pour l'environnement, donc bon pour la qualité de l'eau potable des citoyens de la Ville de Québec, mais c'est également excellent pour la faune. Les marais du Nord, c'est une pouponnière importante pour la sauvagine, puis il y a même 160 espèces d'oiseaux qu'on retrouve au lac Saint-Charles. Il y a même du cerf de Virginie qui utilise les habitats qui ont été protégés, donc c'est vraiment un projet complet. Exactement. Dans le fond, l'objectif était de prendre toute l'eau qui arrive de Stoneham. C'est environ 84 de l'eau qui arrive de Stoneham qui passe à travers les marais du Nord avant de se rendre dans le lac Saint-Charles. Donc, l'objectif était de protéger ces développements-là, en fait, ces terrains-là contre le développement. Et puis, c'est une réussite, là, parce que maintenant, il y a environ 25 à 30 000 personnes par année qui peuvent avoir accès à ces terrains-là pour la marche, la randonnée, la photographie, l'observation d'oiseaux. Il y a même des projets de gestion de chasse. Donc, la population de Québec a, grâce à la Fondation et à l'Appel, notre partenariat, un beau site accessible à l'année. On est au lac Saint-Charles, sur le terrain appartenant à Matrec. C'est un ancien site d'enfouissement pour les matériaux secs.
Donc, comme on peut voir à l'arrière, il y a eu du remblai, puis ensuite, ils ont mis de l'herbe qui a poussé. Et nous, l'objectif, c'est de planter 9500 arbres et arbustes pour pouvoir filtrer l'eau qui s'en va dans le fossé Bellevue et ensuite dans le lac Saint-Charles. On est à 300 mètres du lac Saint-Charles, la source d'eau potable de la Ville de Québec. Donc, l'objectif de planter ces arbres, c'est de pouvoir avoir l'eau coule moins vite vers les cours d'eau, mais aussi de filtrer l'eau avant son arrivée dans le lac Saint-Charles. Nous, l'appel, ce qu'on souhaite faire avec ce site-là, dans le fond, c'est de faire un aménagement pour la bécasse d'Amérique. Donc, ça fait une pierre deux coups. On a réussi, dans le fond, à aller chercher un partenariat avec la Fondation de la faune du Québec et Eau Bleue RBC pour pouvoir faire les aménagements. La bécasse d'Amérique, c'est un échassier forestier qui a besoin de deux composantes principales dans son habitat de nidification. Des aires ouvertes qui vont être utilisées comme site de parade et des futaies composés majoritairement d'aunes qui vont être utilisés pour la nidification. La bécasse, c'est un oiseau qui va s'alimenter beaucoup de vers de terre. Donc, l'objectif ici, c'est de recréer une matière organique sur le sol pour faire en sorte que les vers de terre, éventuellement, puis d'autres invertébrés colonisent le sol pour créer des sources d'alimentation pour la bécasse et aussi un lieu pour sa nidification. Donc, on voit ici les arbres qui sont plantés, c'est des zones. Vous voyez un petit arbuste là, qui est caractéristique. Donc, comme Mélanie l'expliquait, 9500 de ces arbustes-là vont être plantés, mais il n'y a pas juste de l'aune qui va être implantée, il va aussi avoir quelques saules au travers. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, c'est la poursuite d'un partenariat de longue date. Puis là, ce qui est intéressant avec l'aménagement qu'on réalise ensemble ici, c'est que la Fondation, on joue un peu notre rôle de promoteur. C'est un rôle qu'on joue un peu moins. Normalement, on administre nos programmes d'aide financière puis on octroie des subventions. Alors que là, c'est nous, la Fondation, qui prenons en charge la réalisation. Bien, en fait, en charge le projet, puis c'est vous qui le réalisez sur le terrain. Puis grâce à ça, ça nous a permis d'aller chercher 40 000 de la banque RBC, sans qui le projet n'aurait pas pu se faire ici. Là. Mais effectivement, parce que pour nous, ici, c'était un projet qu'on avait depuis longtemps, puis qu'on ne trouvait pas la manière de financer ce projet-là. C'est un beau projet de partenariat, puisque en même temps d'avoir fait améliorer la qualité de l'eau pour le lac Saint-Charles, mais ça a fait aussi un habitat pour la faune. Donc, c'est un beau projet à deux organisations, encore une fois. La Fondation de la faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique. Félicitations à la Fondation de la faune du Québec qui, à toutes les années, je vous le rappelle, nous présente tout un lot d'initiatives fauniques comme celle-là qui ont pour but, oui, d'améliorer les milieux, mais en même temps de faire l'éducation au niveau de la population de l'importance de la pérennité des espèces tant végétales qu'animales. Je m'en vais du côté de mon sentier chasse-pêche. Cette semaine, je vous parle de l'article « Armes et tirs » de Jeannot Ruel qui nous parle entre autres du calibre 2,80. Calibre qui est un peu, je dirais, rare sur le marché, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de chasseurs qui ont ce calibre-là. Ils nous ont fait le descriptif comme étant un calibre qui a apparu quelques 35 ans, je ne me trompe pas, après la 2,70. Ils nous ont fait le descriptif dans le sens que c'est un calibre qui est basé sur une douille de 30,06 avec une balle de 2,80. Nous fait aussi un peu le descriptif des caractéristiques, des différentes munitions qui sont disponibles sur le marché, les différents fabricants qui la fabriquent et évidemment une table balistique. Jointe à ça, dans la même page, Jeannot nous fait la différenciation dans le temps, dans l'histoire, entre les crosses de bois, les crosses synthétiques et les crosses laminées, en énumérant évidemment pourquoi on est passé de une à l'autre, quels avantages et caractéristiques ont chacune de ces crosses-là et où on en est rendu aujourd'hui. De très bons articles écrits par un homme qui est un passionné de tir et de balistique, je vous le recommande. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Stéphane Monette, comment ça va? Super bien, Martin. Moi, là, quand tu te pointes avec ton couteau puis ton stock, là, je suis heureux, ben je sais qu'on va faire une bonne bouffe. On va manger. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Ben, écoute, dans la série Chef Steph, oui, on a fait des pâtés.
OK? Oui. Pâté de gibier, pâté de wapiti, pâté de cerf. C'est tout prêt. C'est un beau dépanneur à la maison. Quand tu sais qu'il y a des amis qui arrivent à la dernière minute, tu veux faire de quoi de hot qui n'ont jamais goûté parce que c'est des pâtés de gibier. Oui. Fait que là, ben, on va montrer aux gens comment faire un confit d'oignon avec des canneberges. OK, on fera pas le pâté aujourd'hui. Non, le pâté Parfait. il est fait. Me demandais. OK? Non. Le pâté il est fait, on l'achète, c'est déjà tout prêt. OK, on l'a en magasin, sur le site web, tout est là. Mais l'accompagnement du confit, ça fait toute la différence. Ben, c'est sûr. Fait qu'on va juste montrer aux gens comment faire un confit vite fait. OK? Puis après ça, on va servir, puis on va rester à manger. C'est une recette super simple qui se fait en 2-3 secondes, mais au moins, on sort de l'ordinaire quand on fait ça. Ça change tout. Ça change absolument Absolument. tout. Commence par faire chauffer ta Oui, poêle. parfait. OK? Ce qui est le fun, Martin, quand on fait ça, c'est que les quantités sont simples. OK? On va prendre un oignon moyen. Oui. OK? Pendant que toi, tu fais chauffer, ben moi, tu fais juste émincer ton oignon. Là, j'envoie une noix de beurre là-dedans. Une noix de beurre Bonne juste noix. pour faire Une c'est ça. bonne noix. Ce qu'on va vouloir faire, c'est juste faire suer puis un peu caraméliser les oignons. Plus qu'ils sont coupés minces, mieux c'est. Fait que OK? moi, je te Ça, les vais le rends mettre de à côté. début de caramélisation. Oui, c'est ça. Juste pour... je vais juste... Fait que là, tu as un demi-gros oignon. Non, j'ai un oignon complet. Un oignon On a un complet. oignon complet. Puis comme je te dis, regarde là, tu vois-tu, je te vois aller, là. Je vais être bon pour t'en passer tout de suite. Oui, Puis oui. le reste, on le fera plus tard. Mais, puis, tu sais, ce que j'aime de ça, je te le passe. Oui. Ce que j'aime de ça, c'est que, tu sais, quand on part à la chasse aussi, tu sais, ça peut être fait avec les chums, comme on disait. Mais quand on va en chasse, c'est un surplus qu'on peut amener à côté. Ben, même en shore lunch. En à la shore pêche, ça lunch, ferait, là. tu sais, les pâtés, de la façon qu'ils sont faits, c'est qu'ils sont stérilisés sont stérilisés, enlever l'air. Ils ont une façon de stériliser. Je n'étais pas bien au courant de ça. Ce que je sais, c'est que la façon que la machine elle est faite, c'est quand elle stérilise, qu'elle cuit le pâté, Oui. elle va retirer l'air dedans. Puis là, le pâté va se garder 3 ans. Oui, c'est un procédé qui est reconnu par le MAPAC. C'est 3 ans de Exactement. conservation. 3 ans de conservation. La MAPAC nous demande pas plus longtemps que 3 ans, mais moi, j'en ai gardé jusqu'à 5 ans, là, puis c'est super bon. Mais on file ce que la MAPAC nous dit, OK? Tu penses rien dans la fameuse nuit, la date d'expiration. Non, non. On va jamais tester. Puis, Non, la date, il n'y a rien qui se passe vraiment, là. Je vais craquer ça un peu, Oui, Steph. craquer au fond, il fallait monter. On va juste les faire suer, un peu caraméliser. Les ingrédients, Martin, c'est simple, OK? On va prendre 60 ml de Porto, Oui. 60 ml sirop d'érable, 60 ml de canneberge. Les canneberges, c'est des canneberges séchées qu'on va, regarde, sont ici. Tu les coupes. Ouais, bien, ce que je fais, c'est que je vais juste les émincer un peu au couteau pour que ça soit plus fin quand on va les mettre sur les pâtés. On aurait même pu faire tremper les canneberges dans le porto Absolument, à la limite. absolument. Regarde, je te vois aller, là, crainte-moi ça au fond, puis on va déglacer, là. On est prêt. On y va. Fait que là, on va juste ajouter le porto. Je le laisse bouillir. Ouais. Je le laisse bouillonner. Ouais, tout de suite avant d'en dire mélange comme toucher. il faut tes oignons. C'est bien important. Vas-y. On laisse réduire ça. Ça sera pas trop long. On a une poêle qui est Au quand même fond. assez Bah, chaude. laisse-moi ça au fond, Martin. Puis il est dans le fond. Merveilleux. Il est dans le fond. Fait que tu vois très rapidement déjà, on colore nos oignons quand même assez Ben, bien. c'est surtout la couleur. Là, on va ajouter tout de suite notre sirop Sirop d'érable, on ne gêne pas. Hein. C'est excellent, C'est excellent. Puis garde, écoute, c'est simple, là. On fait qu'ajouter tout de suite les canneberges. Je les répartis. Ils vont boire de toute façon du bouillon Absolument. avant qu'ils se caramélisent. Absolument. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça va réduire. C'est ça. Ça va coller après nos oignons. Absolument. Là, moi, ce que je fais, pendant que toi, tu vas préparer ça, moi, je fais juste couper un pain baguette. Je fais juste me faire des petits croûtons. Puis, garde, moi, ce que j'aime, c'est... Moi, je les aime plus épais, mais Oui. si je me fie à la maison, des fois... On va faire des bouchées plus minces un peu. Ouais. Tout dépendant comment est-ce que les gens aiment ça, là. Mais mince, ça passe bien. Ou un petit peu plus épais. Regarde, souvent aussi, je vais les faire de ce genre-là. Là. À peu près comme ça. Le pain, tu y vas pas avec des pains qui sont trop goûteux non plus, parce que tu veux pas passer Ben par-dessus. ouais, c'est ça. Je vais essayer d'avoir un pain qui est... On va pas avec un pumpernickel ou quelque chose, un pain noir ou quelque chose de même, c'est peut-être pas la Non, bonne place pour c'est ça. pas mal trop. C'est pas mal trop. Après ça, ben simplement, tu vois-tu, là, toi, c'est après Ça s'évaporer. réduit. Tranquillement, Ça mais réduit. sûrement, on va y arriver. Ça. Fait que là, moi, pendant ce temps-là, je fais simplement garder mes croûtons. On n'en met pas trop non plus, parce qu'on veut pas que la bouchée soit trop Ouais, goulue. exactement. Tu as Puis- utilisé un porto dans la recette. On pourrait facilement, par exemple, servir un Zinfandel avec ça. On peut prendre plein d'exemples. La Maison Klein Ouais. qui en fait des très bons, en bas de C'est 15 ça. très velouté. Bien, celui-là, c'en est un. Celui-là, c'en est un. Je pense que c'est ça que j'ai payé une quinzaine de dollars.
Puis... On y arrive, on y arrive, on y arrive. Ça arrive. On pourrait à la limite resservir un porto avec, carrément. Oui, ça absolument. irait très Absolument, bien. absolument. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Quand tu vas avoir terminé de beurrer tes pains, moi, je vais être sur le bord de pouvoir transférer dans une assiette. Il en manque une petite affaire, mais pas énorme. Tiens. Fait qu'on arrive Juste avec ça. un tout Donc, petit moi, ça peu. là-dedans. Tu vois, cette affaire encore, regarde, je finis de faire coller. Oui. Si on peut voir, là, on voit bien, c'est en train de tout coller dessus. Il me reste un petit peu de réduction à faire, mais pas trop. Je veux quand même garder une petite affaire de liquide parce que si je le fais partir au complet, ce qui va se passer, c'est que si je tente de conserver mon confit après, il va pogner d'un pain. D'un pain, exactement. C'est suffisant comme ça. On vient. Puis moi, puis... Je vais te laisser en mettre tout de suite sur des bouchées. Oui. On Puis doit moi... sortir de la chronique assez rapidement. Tu regardes, simplement, là, on fait t'en prendre un peu, on le met dessus, avec les canneberges. C'est parti. Magnifique, magnifique. Vite fait. Tu pourras pas parler, fait que c'est moi, il va falloir qu'il ferme, hein? Oui. On s'en va après la pause pour d'autres sujets à l'émission. C'est fait. C'est bon, Martin. Cette émission vous est présentée par Cordon Bleu, une marque bien de chez nous, au service des Québécois depuis 1933. De retour en studio, on vous parle évidemment de poissons nageurs. Hein. J'ai été dévaliser les tablettes des Amants de la nature. Vous le voyez, il me manque un ami. Guy-Paul Thibault m'a demandé de passer en boutique chercher les poissons pour moi faire sa présentation. On peut vous dire en même temps que malheureusement, vous n'avez pas avec vous ce soir le plus beau des animateurs de la station. Je compte sur vous pour lui remettre celle-là. On se plonge directement dans les poissons nageurs. L'heure de prédilection lorsque je pêche des espèces qui sont piscivores, donc des espèces qui vont s'alimenter de plus petits poissons. Évidemment, sur les tablettes, vous allez retrouver principalement des répliques de la plupart des espèces de poissons qui vivent dans nos eaux, puisqu'on tente de recréer le petit poisson qui est habitué de voir comme que le gros poisson qu'on va attraper est habitué de voir comme nourriture dans son lac. Bon, il va aussi avec des couleurs un petit peu plus olé-olé parce que, comme dans une cuillère, par exemple, je veux être capable d'adapter ma technique et la coloration de mon leurre autant qu'il fait ou à la coloration de l'eau. Hein? Souvent, mon premier choix va se porter vers la réplique de la proie. Et rapidement, je vais dire, bon, il ne se passe rien, on va pouvoir essayer d'autres couleurs. Alors, les compagnies font ça maintenant pour nous. Beaucoup, beaucoup de couleurs. Je commence ici avec des leurres souples de surface qui font partie, si on veut, des poissons nageurs et technologies qui leur ressemblent. Et je commence avec les leurres de surface, mais réellement leurres de surface. Ces grenouilles-là, ici, vous les connaissez, il y a quelques couleurs qui y ont été ajoutées. La grenouille, de la façon dont elle est faite, c'est qu'elle est flexible, elle est molle. Alors, le poisson, par exemple, un brochet ou un achigan en grande bouche, lorsqu'on pêche en herbier, va venir fermer sa gueule dessus et immédiatement, il est exposé aux deux crochets. Donc, leurre de surface, évidemment, l'espèce qu'on va aller chercher, principalement avec ça, ça va être ou encore le brochet, peu importe le prédateur qui se tient en herbier, ça peut être un mosquit aussi, mais souvent, l'achigan en grande bouche aussi. Dans la même technologie, cette année, Live Target nous livre des crapets. Ils sont tout jolis en plus. Des petits crapets, crapets soleil et crapets de roche. Donc, les deux espèces qui souvent se côtoient dans les mêmes lacs. Encore là, lac à brochet, lac à mosquit peut être très intéressant. On retrouve la même technologie. Hein? C'est le côté flexible qui vient exposer les deux crochets à la gueule du poisson. Vous voyez la forme aussi du crapet. Ça semble être un poisson qui est blessé. Donc, il va bouger de manière erratique dans l'eau, mais il va se tenir très, très, très en surface. Donc, je dois par contre être capable de pêcher en surface. Une espèce qui se pêche en surface ou dans très peu d'eau. En abord, sur les herbiers, ça fait très bien. Parlant d'herbe, une belle nouveauté cette année de la part de Rapala, faite dans la forme d'un shad. Hein, les shads qu'on connaît souvent de manière flexible. Berkeley en fait, par exemple, énormément, qui sont flexibles avec souvent des odeurs dessus. Ici, on le fait de manière rigide, mais regardez ce qu'on a ajouté ici. L'ampe qu'il y a ici permet de faire passer les algues par-dessus l'hameçon. Alors, lorsque je vais pêcher en herbier ou encore que je vais pêcher un petit peu plus en profondeur et qu'il y a des algues, ça, c'est génial parce que vous le savez, entre autres pour les pêcheurs de mosquits, lorsque vous allez jerker, excusez-moi l'expression, dans les zones qui sont très herbeuses pour aller trouver les mosquits dans leurs embuscades, les masquinongés dans leurs embuscades, bien, vous, en même temps, passez la tondeuse littéralement dans le fond de l'eau. Ça devient très intéressant.
D'autres nouveautés, si on y va au niveau des classiques de Rapala. C'est sûr que dans le poisson nageur, il ne faut pas s'attendre à de grandes nouvelles technologies. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va beaucoup modifier les colorations que sur les poissons. Et on va modifier aussi les types de plongée. Donc, soit flotteurs, des poissons qui sont plongeurs, qui vont plonger très profondément, moins profondément. Ici, on a deux très beaux exemples, un doré et un brochet. Dans le premier cas, mon doré est un leurre qui est flottant, va quand même plonger à plus ou moins, si je regarde sur le côté, vous savez, l'information est toujours ici, entre 4 et 6 pieds. Et du côté de mon brochet, je vais descendre peut-être de 2 pieds supplémentaires. C'est toujours relatif à la vitesse où vous tournez. Évidemment, dans ces cas-là, on cible les espèces qui vont manger les petits brochets généralement, qui sont les plus grands brochets. Mais toutes choses confondues, là, lorsque vous modifiez votre coloration, vous allez juste attirer les poissons dans l'ensemble alentour du leurre. Et s'ils voient une coloration qui les attire, dépendamment du temps et de la coloration de l'eau, ils vont venir mordre dedans. Si vous n'avez jamais pêché la truite mouchetée, par exemple, avec un poisson nageur, bien, essayez-le, ça fonctionne très bien. Et ces colorations-là, il ne faut pas se barrer à dire petit mosquit, gros mosquit, petit brochet, gros brochet. C'est pas vrai. On peut faire plusieurs espèces. Et évidemment, tout ce qui s'appelle articulé. Les poissons articulés. Nouvelle coloration ici qui est intéressante. Si vous remarquez la façon dont la peinture a été faite sur le dos du Rapala, eh bien, on a un peu comme les écailles d'un homard ou encore d'un écrevisse. Donc, on peut penser rapidement à un poisson nageur, donc un poisson qui va nager, est articulé en plus, donc qui va bouger de manière relativement erratique. Mais en même temps, on a des colorations qui sont intéressantes pour les poissons qui s'attaquent généralement aux écrevisses. Dans ce cas-ci, je me réfère toujours à l'indication sur le côté. On est face à un poisson qui va pouvoir aller de 7 à 15 pieds. Donc, c'est un poisson qui va être très plongeur, articulé. Je demeure dans l'articulé. Je m'en viens ici avec ma petite perche chaude. Très intéressant. Regardez comment le dessin est fidèle. C'est Live Target qui me fait celui-ci, qui est nouveau aussi. Donc, poisson articulé. Encore là, je remarque que la palette est très droite. Donc, c'est un poisson qui va plonger très rapidement. Et évidemment, dépendamment de la vitesse à laquelle je vais aller avec mon bateau, je vais le faire plonger encore plus. Donc, à vous d'ajuster. Et évidemment, avec la saison aussi. Ensemble de nouveautés aussi du côté de tout ce qui représente des écrevisses comme ça ici. Souvent, vous allez voir maintenant, lorsque vous regardez sur les boîtes, vous allez voir bruiteur. Bruiteur, ce que ça veut dire, c'est que il y a des billes dedans, en ce qu'on appelle un crankbait en anglais. Donc, ça va stimuler au niveau sonore et vibration encore plus le poisson à venir attaquer. Et en représentant un écrevisse comme ça ici, eh bien évidemment, si on va en plongée un peu plus profonde, on peut intéresser par exemple des dorés qui seraient dans le secteur ou autres poissons qui s'alimentent d'écrevisses. Et évidemment, toutes les colorations les plus farfelues et les plus étincelantes sont présentes sur les tablettes. Question de jouer avec ces colorations-là lorsque ça ne mord pas avec la réplique, donc la proie du poisson. Je vous en présente quelques-unes. Il y en a énormément plus sur les tablettes. Du côté des amants de la nature, évidemment, ils reçoivent de nouveaux arrivages à tous les années, principalement au niveau de Rapala et de Live Target. J'oublie presque mon petit banc de méné, le bait ball de Live Target, très performant. On en a entendu parler beaucoup la saison dernière. C'est à essayer. Pour nous, c'est déjà la fin pour cette semaine, du moins. Concours. Vous l'avez pas oublié, je vous en ai parlé dernièrement, les 3 lithographies qu'il y a sur le mur du décor, terminé, on change ça pour la prochaine saison, on les fait tirer sur notre Facebook, Loisirs Chasse et Pêche à partir de ce soir. Vous connaîtrez les noms des gagnants à la dernière émission de la saison. La semaine prochaine, plan de gestion du dindon sauvage et Serge Daprat qui nous parle de flèches à l'art traditionnel. Bonsoir et bienvenue à Loisirs Chasse. Ça. Ensuite... Elle sert rouge, ça à la gorge. Donc, première stop. Comment qu'il joue les batteries? 3, 2. Loisirs Chasse et Pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.